historique, 13 milliards d'investissements de Stellantis aux États-Unis. Alors présenté comme un investissement historique, et Donald Trump aime bien qu'on lui dise qu'il est un président historique. En fait, cet investissement est étalé sur 4 à 5 ans, c'est un peu ce qui se fait. Mais est-ce que, Thomas Grébin, je me tourne vers vous, est-ce que c'est pas le signal que finalement sa politique paye pour la réindustrialisation, justement, ça boucle avec le dossier SFR, mais finalement ça fonctionne, non? En tout cas, il y a des annonces sur l'automobile, sur le secteur de la pharmacie. Bon, c'est des annonces qui préexistaient à Donald Trump. Donc on voit bien que le chantage qu'a fait Donald Trump, soit vous installez les usines sur le sol américain, soit en fait je vous taxe, ça a un effet. Après, est-ce que ce sera de nature à créer une dynamique de réindustrialisation? Ça, c'est une autre question. On voit bien les difficultés importantes de l'industrie automobile américaine, avec le problème aussi, c'est que Donald Trump n'a pas une stratégie très cohérente. C'est-à-dire que quand vous taxez tout, y compris les intrants, c'est-à-dire ce que vous importez et qui vous permet de gagner en compétitivité sur votre sol national, on voit bien que ça, c'est pas en général la meilleure des idées. Mais on peut constater néanmoins qu'il y a quand même des investissements records qui sont annoncés. C'est difficile en même temps de connaître la réalité de ces investissements, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et on verra dans quelques années ce que ça donne en termes de dynamique industrielle. Mais pour l'instant, oui, on peut constater qu'il y a en tout cas des choses qui bougent, quoi. Et puis dans les incohérences, il y a un petit sujet main-d'œuvre aussi. On est industriel aujourd'hui, il faut quand même mettre des gens. On peut pas mettre que des robots. Il faut aussi de la main-d'œuvre. Et il y en a plus les gens qui veulent bosser aux États-Unis, Olivier Babot. Effectivement, et c'est quand même un des problèmes des usines, parce que vous avez des usines qui sont en concurrence avec des usines d'Asie du Sud-Est. C'est pas toujours évident d'avoir les gens dont vous avez besoin, surtout quand vous avez perdu toute cette culture. Ça se retrouve difficilement et ça met plus longtemps. C'est pas seulement des usines, c'est pas des machines-outils seulement qui sont importantes. Alors sur Trump, c'est vrai que depuis l'affaire de Gaza, il peut légitimement montrer qu'il a eu des résultats. En tout cas, ça c'est déjà quelque chose. Postuler au prix Nobel de la paix. Oui, exactement. Mais d'un point de vue économique, c'est un peu tôt. On ne peut pas exclure que son mandat soit un succès. On ne peut pas exclure que finalement, derrière l'aspect du n'importe quoi, derrière les rapports de force, le rapport de force, il fonctionne parce qu'il avait finalement peut-être bien vu que les États-Unis étaient suffisamment puissants pour arriver à imposer plein de choses. Bon, la guerre commerciale, elle n'est pas finie. Regardez avec la Chine, ça s'est relancé de plus belle, évidemment avec l'affaire des terres rares. Et là, on est au milieu, là, complètement. Ils ont annoncé qu'ils rajoutaient 100% sur les importations chinoises, mais on en est évidemment, ça n'est pas fini. Est-ce que ça va avoir des effets positifs? Alors, je crois savoir qu'il y a quand même, comme on l'avait dit à l'époque, des effets inflationnistes un petit peu pour commencer. Forcément, si vous mettez plein de droits de douane, au bout d'un moment, ça se retrouve dans les paniers des mais qu'on tarde toujours à voir, pour l'instant, finalement. Alors, ça met du temps, évidemment. Ça met un peu de temps. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas vraiment. Et il y avait des stocks, absolument. Oui, c'est ça, c'est les stocks qui ralentissent probablement cet effet inflationniste. Mais on voit mal comment il pourrait ne pas y avoir d'inflation, ce qui est, entre nous, le seul vrai problème que voient les électeurs de Trump. Donc, Trump, il a quand même un problème au midterm, ce qui vont arriver très très rapidement. Évidemment, il ne peut pas se représenter, mais en tout cas, pour sa pérennité, ça va être important, ce chiffre de l'inflation. Et puis, plus généralement, l'emploi, évidemment, aux États-Unis. Il a raison, Donald Trump. Il va gagner à la fin, Jean-Marc Gagné. C'est-à-dire que Donald Trump avait fait au départ, je pense, son équipe, un diagnostic assez argumenté, c'est-à-dire le fait que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens, le fait que le dollar, en tant que vous savez, c'est pas un privilège exorbitant, c'est devenu une punition exorbitante. Pourquoi ça? Du dollar, parce que effectivement, les gens qui ont des dollars se mettent à acheter. Alors, ils achètent les États-Unis, donc ils achètent la célèbre séquence où il y a le Bessent, le secrétaire au Trésor, qui négocie avec les Japonais et le Japonais dit écoutez, nous on a 85 milliards de dollars de déficit commercial, vous n'allez pas nous rajouter des droits de douane, on n'est plus en danger, c'est pas nous le danger, c'est les Européens, c'est les Chinois, mais c'est pas nous. Et Bessent dit oui, sauf que ces 85 milliards, hier je viens de signer un chèque au nom du Trésor public américain de 85 milliards de dollars pour la Banque du Japon. Et donc, c'est moi qui paie en réalité. Votre déficit commercial, c'est pas un déficit commercial, c'est une ponction sur le contribuable américain. Donc, les États-Unis sont un pays très détenu, et donc, à partir de ce moment-là, il faut réagir. Et sa façon de réagir, c'est de baisser indirectement le pouvoir d'achat des Américains par les droits de douane. Et là, on rejoint là aussi sur son électorat. C'est ce que dit notre économiste, que je cite assez souvent, Nicolas Grégory-Manteau, qui dit « Moi, je vis en euros et en Europe, et donc j'ai pris 15% de droits de douane. »
Ma secrétaire qui s'achète ses produits essentiellement chez Walmart, elle vit en Chine. Et donc, elle vit de prendre 80% de nos droits de douane. Moi, j'avais voté pour Kamala Harris, elle a voté pour Trump. Et donc, c'est elle qui va être un peu... qui va peut-être avoir une réaction. Quant à Stellantis, personne ne sait quelle est la vraie nationalité de Stellantis, parce que Stellantis, c'est aussi Chrysler. Hybride, absolument. Et c'est une stratégie qui était une stratégie de Fiat. Derrière tout ça, il y a Marchion, l'ancien PDG de Fiat, qui, alors que c'était une des grandes stars du début des années 2000, avec Carlos Ghosn, donc il y avait celui qui choisissait l'Asie et celui qui choisissait les États-Unis. Donc Marchion avait dit, moi je vais investir aux États-Unis et je rachète Chrysler. Et il avait développé la Jeep, qui est devenue effectivement une des voitures de référence aux États-Unis. Et donc cet investissement est un investissement qui peut faire plaisir à Trump parce qu'il se dit, c'est quand même Chrysler, c'est quand même l'Amérique. Mais l'équipe dirigeante de Stellantis maintenant est à Détroit. Elle n'est plus ni à Turin, ni avenue Wagram, avenue de la Grande Armée à Paris. Et donc cette réindustrialisation, c'est simplement le fait que c'est des entreprises américaines qui continuent à rester aux États-Unis, mais quand ils refusent que les Japonais achètent la sidérurgie américaine, on voit bien qu'il a quand même conscience qu'un des problèmes des États-Unis, c'est que c'est un pays qui est de plus en plus détenu par des fonds étrangers, donc qui est de plus en plus appelé à verser une partie du fruit de son travail à des investisseurs étrangers. Bon, parmi la politique de Donald Trump, on a aussi ce qui se passe sur le pétrole qui est absolument passionnant sur le pétrole russe. Au mois de septembre, les recettes russes sur le pétrole ont atteint leur plus bas depuis le Covid, 13 milliards seulement. C'est en baisse de 20% sur les 9 premiers mois de l'année, alors que ça représente un quart des recettes de la Russie. Et Donald Trump vient d'annoncer que l'Inde allait arrêter ses achats de pétrole auprès de Moscou. Le Japon aussi, une grosse pression des Américains pour que le Japon cesse ses importations de produits énergétiques russes. Qu'est-ce qui se joue là, Thomas Grémine ? C'est pas très clair ce qui se joue parce que la position de Donald Trump vis-à-vis de la Russie est pas très claire. C'est-à-dire que là, clairement, il cherche pas un étouffement là de l'économie russe, un affaiblissement majeur à court terme. Là, c'est clairement la Russie est en difficulté, surtout que les Ukrainiens réussissent à fragiliser via des bombardements les infrastructures de raffinage russes. Donc, on voit bien que c'est très compliqué aujourd'hui pour la Russie pour exporter Et il exporte du brut maintenant. Effectivement, il garde le peu de pétrole raffiné pour la Russie. Les États-Unis essayent de faire pression par différents canaux pour limiter les acheteurs, pour faire pression sur les acheteurs potentiels. Donc il y a clairement une volonté de fragiliser l'économie russe. Maintenant, c'est pas très clair pourquoi Donald Trump a changé de cap. On avait l'impression dans les mois antérieurs qu'au contraire, il cherchait à avoir une position de conciliation avec la Russie. Là, on voit bien qu'il y a un changement de cap. Donc, combien de temps ça va durer ? C'est un peu... c'est la moins conduit, non, tout simplement. Il espérait un accord de paix rapide, il l'a pas eu. Il pensait qu'il y arriverait, pour le coup. Il avait d'ailleurs annoncé, il voulait régler le truc en 2 jours. Il a constaté que finalement, les Russes étaient plus matois, ils disaient oui, mais non. Et donc, c'est une façon assez logique d'essayer de faire avancer les choses. C'est vrai que ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher parce que c'est vrai que l'importance des revenus liés un quart des recettes de l'État est absolument essentielle. Alors, il n'est pas arrivé, comme disait Bruno Le Maire, qu'on mette à genoux la Russie. Ça n'est pas tout à fait arrivé aussi vite qu'on le pensait. Mais si on arrive à fermer le robinet des devises via l'hydrocarbure, c'est pas impossible que ça fasse avancer Poutine, peut-être dans ses réflexions. Ça veut dire... On est sur un marché pétrolier où l'offre est plutôt excédentaire en ce moment. C'est ça, les prix baissent là. Hein. Oui, les prix baissent. Le grand événement pour moi, ça a été au mois d'avril, lorsque l'OPEP, qui avait dit qu'elle ferait tout pour maintenir un prix du baril de pétrole à $70, l'OPEP a annoncé qu'elle renonçait. Et qu'il y avait des débats au sein de l'OPEP entre les pays africains disant, écoutez, la manne pétrolière, elle a beaucoup servi, elle a beaucoup favorisé le Proche et le Moyen-Orient. Maintenant, c'est notre tour. Donc, s'il y a des gens qui doivent réduire leur production pour maintenir des prix élevés, c'est à l'Arabie, c'est au Koweït, c'est aux gens du Proche-Orient de réduire leur production. Et les Saoudiens ont dit, écoutez, mais nous, on a aussi des besoins, on a un déficit budgétaire qui commence à devenir problématique, donc il faut que le prix du pétrole
se maintienne, certes, mais il faut que nous, on continue à vendre et à produire. Oui. Et donc là, en ce moment, l'OPEP a essayé de s'étendre avec l'OPEP+, mais maintenant, tout ça est en train de se défaire. La Namibie, par exemple, qui est devenue un des gros producteurs depuis quelques mois, est en train de casser les prix. Le Guyana aussi. Donc, je pense qu'il y a une tendance normale à la baisse du prix du pétrole. Alors après, sur la Russie, je rappelle cette formule de Blanqui, non pas le révolutionnaire, mais l'économiste et tout ça. Il disait le seul ennemi qui a vraiment vaincu Napoléon, c'est le contrebandier. Parce qu'il explique que Napoléon avait essayé de gagner avec le blocus continental. Absolument. Il n'y est pas arrivé parce que celui qui a vaincu, il dit c'est pas Wellington, c'est le contrebandier qui a détruit Napoléon. Oui, donc stratégie. Donc là, je pense qu'il y aura en aide des gens qui vont. On va trouver les voies et les moyens. Mais d'autant plus que le GNL, lui, augmente très très fortement. Les importations de GNL russes augmentent très fortement en Europe. Donc on a aussi, on marche sur deux pieds, non? Sur l'Inde, qui est une de mes obsessions, tout le monde le sait. Oui. On a parlé des investissements. Cette semaine, les Galeries Lafayette ont annoncé qu'ils allaient ouvrir une série de magasins en Inde et qu'il allait y avoir à Mumbai des magasins les plus importants à l'étranger des Galeries Lafayette. Donc c'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Bon, quittons la Russie et tout à Mumbai. Alors on va à Mumbai et on va plus aux États-Unis, on va à Mumbai. Mais ça veut dire que l'Inde aussi va avoir besoin de pétrole. Mais l'Inde, bah voilà, c'est ça. Il ne peut plus acheter et donc peut-être l'acheter aux États-Unis aussi. C'est ça l'enjeu derrière aussi pour Donald Trump. Je rappelle que le premier producteur de pétrole, le premier exportateur aujourd'hui de pétrole, ce sont les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Je pense aussi ce qui peut expliquer le changement de comportement de Donald Trump, c'est qu'il misait au début de son mandat sur le fait que s'il réussissait à avoir la Russie, entre guillemets, dans le giron américain, ça cassait l'alliance potentielle entre la Russie et la Chine. Et j'ai l'impression qu'il a changé de cap sur ça et que l'illisibilité un peu de sa stratégie vis-à-vis de la Russie, c'est aussi le reflet de sa stratégie qui n'est pas non plus très lisible vis-à-vis de la Chine. Oui. C'est-à-dire qu'il a une position qui est beaucoup moins claire que l'avait le président Biden, qui avait vraiment une position de durcissement et qui cherchait à développer des alliances face à la Chine. Bah pour le coup, là, avec la Chine, on est quand même dans un véritable bras de fer, alors qu'il est en train de se jouer à coups d'huile de friture en ce moment. C'est la dernière réponse de Trump. Si vous voulez faire un vrai bras de fer, vous devez essayer de ménager des alliés et construire des alliances pour essayer de gagner ce bras de fer. Le problème, c'est que si vous tapez sur tout le monde en même temps, c'est compliqué de gagner ce bras de fer. Et c'est sur ça que joue la Chine, en multipliant les alliances, en faisant pression sur soit les pays d'Asie du Sud-Est, soit les pays en Afrique. Oui. Et on voit bien que la stratégie assez désordonnée de Donald Trump fragilise et que ça fait que aussi, face à ces grandes puissances que sont toujours la Russie et qui est devenue la Chine, c'est difficile aussi de comprendre sa stratégie et de voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Oui, entre terres rares et droits de douane, en plus, on sent bien qu'il y a un levier de transactions plus stratégique que l'autre, Olivier Babot. Le problème est toujours le même, on parle de démondialisation, mais en fait les interdépendances sont très 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 fortes. Même la Chine elle-même ne peut pas prétendre se passer du reste du monde, donc il va falloir à un moment donné qu'il y ait des négociations et des concessions de part et d'autre. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien dans cette guerre des empires comment quand même les États-Unis pourraient arriver à fracturer aujourd'hui ce bloc qui est quand même assez anti-américain, américano-indien. Alors l'Inde aussi, parce que de temps en temps, ils sont en doigt. Il y a eu des allers-retours. On a cru qu'il y avait un véritable rapprochement d'Inde avec les États, Washington, et ça a été plus compliqué après. Voilà. Et en réalité, la proximité géographique va peut-être être plus forte. Il y a un sujet intéressant entre pétrole et terres rares, c'est le sujet des raffineries quand même, parce que les terres rares ne sont pas rares. C'est les centres de raffinage qui sont nécessaires. Ils sont 80% en Chine, et c'est la même chose là pour le pétrole. Et Total vient de profiter, a fait des résultats exceptionnels parce que ce que ne peut plus faire en raffinerie la Russie, la France le fait maintenant, ce qui est plutôt bon pour nous. Oui. Merci à tous les trois, Jean-Marc Daniel, Olivier Babot. Je rappelle votre ouvrage « Ne faites plus d'études », le conseil du jour qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies, et Thomas Gabin. Merci à tous les trois. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Antoine Larigauderie pour Tout pour investir. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission des experts, évidemment bien sûr disponible en podcast.